Parfait. Bien, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver du coup pour ce webinaire dédié à l'IA et la vidéo. Sans plus attendre, évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane qui se joint à nous aujourd'hui pour interagir sur ce sujet qui est évidemment capital en 2025 et qui va l'être encore plus en 2026. Ce que je vous propose évidemment, c'est qu'on reprenne un très rapide temps de présentation et puis on rentre dans le vif du sujet avec le cœur, la passion et l'expertise de Stéphane qui va nous éclairer un petit peu sur l'ensemble de ces sujets-là. Du coup, nous serons Stéphane et moi aujourd'hui vos speakers. Je suis directeur de Crooze, qui est un organisme de formation dédié au métier du numérique, des nouvelles technologies, etc. On travaille sur un certain nombre de secteurs d'activité avec pas mal de clients et d'enjeux. On fait aussi de la formation auprès d'étudiants de Bac+3 à Bac+5 sur des formats assez innovants, toujours en live. Cette expertise, aujourd'hui, on la met au service des entreprises, des salariés, de tout un tas d'autres acteurs. Et Stéphane, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de le représenter, mais évidemment, c'est important qu'il le fasse quand même parce qu'il va être au cœur des échanges aujourd'hui. Peut-être petite anecdote avant d'introduire du coup Stéphane. Je suis passé par l'entreprise que gère toujours aujourd'hui Stéphane, qui est donc Ballistic Art, et ce qui fait que depuis un petit peu plus de 15 ans, on se connaît, on se côtoie et on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Stéphane, si tu veux te présenter, puis à la limite, tu pourras très rapidement enchaîner sur la suite. Voilà, donc ça veut dire que j'ai 50 ans aujourd'hui, bientôt 51, mais j'ai encore de la ressource, méfiez-vous. Donc effectivement, moi j'ai plusieurs casquettes, et notamment depuis maintenant 2-3 ans, vraiment avec l'IA, je suis très impliqué dans ce secteur, enfin en tout cas dans cette technologie, puisque au départ Ballistic Art, qui a été créé en 2007, était positionné sur comment accompagner les maisons de luxe, les marques premium, sur le digital. Et le digital, comme vous le savez, la seule constance, c'est le changement. Donc, on est passé par le Web 1, le Web 2, le Web 3, 1, 2, 3 Soleil. Ensuite, le Web 4, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, en tout cas, l'IA aujourd'hui, qui est plus une industrie 4.0, puisqu'en fait, elle vient en fait s'immiscer dans tout ce qui existe aujourd'hui. Et elle est, pour moi, une révolution 4.0, ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, Luxe et intelligence artificielle. Et donc forcément, d'abord pour moi, c'est-à-dire par rapport à mes métiers, ou mon métier en tout cas de communicant, de créatif, j'ai tout de suite vu qu'il y avait à la fois des risques avec l'IA et des opportunités. Forcément, moi je suis plutôt optimiste, donc j'ai plutôt regardé les opportunités que les risques, mais il y en a quand même. Et donc, comme on accompagne des belles maisons, des maisons de luxe, on ne peut pas se permettre le risque. Donc l'idée, c'était de comprendre comment j'allais pouvoir m'engager dans cette nouvelle technologie de l'IA, tout en préservant les garde-fous, donc à la fois sur le plan de l'éthique, sur le plan de la technologie, même si tout n'est pas encore réglé aujourd'hui, il y a quand même des choses là-dessus importantes. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans plusieurs secteurs dans le luxe, que ce soit l'hospitalité, vin spiritueux, la joaillerie, haute joaillerie, la mode, etc. Je ne vais pas trop partir là-dessus, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients à Ballistic Art aujourd'hui, sur l'ensemble de nos clients, on est vraiment sur des choses qu'on fait avec l'IA. Donc, que ce soit de la création de vidéos, de la création de visuels, du conseil, de l'accompagnement, du coaching, de la formation. Donc, on a vraiment basculé, je dirais, depuis 2025, même si je suis sur l'IA depuis 2023, vraiment sur du full IA Service Agency. Et donc, c'est un peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui pour vous montrer aussi les enjeux. L'accélération de l'IA va tellement vite qu'en fait, le cerveau humain n'a pas le temps de suivre. Je suis entrepreneur, donc j'ai mes soirées week-end pour avoir 35 heures par jour et non pas par semaine. Donc, c'est un peu aussi une des pistes qu'il faut comprendre, c'est que on est à deux vitesses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la vitesse de l'entreprise, on a 8 heures par jour, on a 35 heures par semaine, on n'a pas le temps de tout suivre. Et puis, les entrepreneurs qui sont là aussi pour essayer de faire avancer la locomotive et de Exactement. comprendre aussi avec du recul comment on peut parler de ces sujets-là.
Tout à fait. Bon, du coup, effectivement, cette vague qui est arrivée depuis un petit moment, elle impacte un petit peu tous les secteurs d'activité, tous Exactement. les pendants de l'entreprise, comme tu le dis. Et du coup, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment lié à la vidéo, donc l'IA appliquée à l'enjeu vidéo, la création vidéo, la diffusion vidéo, etc. Et je pense que c'est le bon moment là pour que tu puisses commencer à rentrer dans le sujet. Donc, bah, Stéphane, over to you, comme on dit. The stage is yours. Et du coup, évidemment, avec plaisir après pour pouvoir. Par ailleurs, je le précise quand même, c'est très important. Vous avez la possibilité, du coup, de poser vos questions directement dans le chat, juste à droite. Enfin, vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on prendra les questions qui sont les plus suscitées. Posez-les au fur et à mesure, mais évidemment, on prendra un temps spécifique à la fin aussi pour toutes les adresser, pour que ça soit plus simple. Voilà. Si par ailleurs, il nous arrive aussi de mettre en place un ou deux petits sondages, vous aurez la fonctionnalité, vous pourrez intégrer directement dans le sondage. Et voilà. Stéphane, je pense que c'est ton moment. Ok. Alors déjà, je vais rectifier un point, c'est que c'est vrai qu'on a dit IA et vidéo, mais en fait, on devrait dire plutôt IA et audiovisuel, parce qu'il y a aussi toute une famille d'outils qui sont autour du son. Voilà, mais bon, la vidéo, c'est plus simple à comprendre. Donc là, vous voyez une vingtaine d'outils que j'utilise maintenant quasiment sur tous les projets. Et encore, c'est un slide qui date d'il y a un mois, donc il y a encore aujourd'hui, il y a par exemple Google VO3.1 qui est sorti on va dire en réplique à Sora 2 qui est sorti il y a une semaine. Donc vous voyez que tout ça évolue très très vite, de plus en plus vite. Et il faut suivre à la fois sur la veille, mais aussi sur la pratique, parce qu'il faut comprendre comment ces outils vont s'intégrer dans un workflow, un cheminement de travail sur tous ces outils. Donc très rapidement, je ne vais pas les détailler un par un, ce que je fais souvent en formation, mais là, je n'ai pas le temps. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs familles d'outils. Il y a des familles d'outils qui font du texte to image, donc pour créer les premières images, qui seront aussi vos premières frames pour votre vidéo, où il y aura un autre prompt pour décrire l'action vidéo d'un personnage, d'une action, d'un mouvement de caméra. Et après, effectivement, comment on peut créer aussi des personnages qui peuvent parler avec ce qu'on appelle le lip sync, c'est-à-dire la synchronicité parole et action d'acteurs. Donc tout ça, en fait, finalement, ça reprend un petit peu toute la production classique de l'audiovisuel, du cinéma et autres typologies de contenu, mais avec, effectivement, au départ, on avait Midjourney, après, il y a eu, je crois, Runway, enfin, ça arrivait les uns après les autres, et puis aujourd'hui, il y a vraiment une famille d'outils gérés, là, il y en a une vingtaine, mais au final, il y en a presque une cinquantaine à utiliser. Après, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tous, enfin, il y en a, on va dire, on peut faire une shortlist de 5 et de 10 et puis aller plus loin, mais plus vous êtes monté en profession, en expertise IA, plus vous allez devoir utiliser ces outils, ne serait-ce que pour faire des comparatifs entre, par exemple, une vidéo qui serait sortie sur un outil et pas sur l'autre, voir les points de différence, les points, on va dire, les avantages des uns et des autres pour pouvoir sortir. Le but du jeu, c'est de sortir des créations de la plus grande qualité possible et tout en avoir aussi une vision de se dire est-ce que je fais par exemple un reel sur Instagram, j'y passe pas trop de temps, je veux quand même de la qualité, ou je fais un vrai film de fiction ou un documentaire où là effectivement il y a beaucoup de gens engagés, il y a des gens qui valident, donc là il faut vraiment être au point. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a finalement deux caractères. Il y a l'artiste et l'artisan. C'est-à-dire que l'artiste, lui, il peut imaginer ce qu'il veut avec tous ces outils et justement sortir ses vieux scénarios qu'il écrivait quand il avait 15 ans, comme c'est mon cas, ou imaginer des mondes surréalistes. Mais par contre, l'artisan, quand il travaille pour une marque, une entreprise, il doit absolument respecter le cahier des charges. Et donc, du coup, l'image ou la vidéo qui sort doit être validée par le client. Donc là, c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très pro dans l'exercice et dans l'exécution, notamment quand on travaille dans le luxe ou même pour la télévision ou pour d'autres secteurs, entertainment ou autres. Donc voilà un petit peu les outils que vous pouvez screenshotter pour un peu commencer à regarder. Mais pour faire simple, il y a une famille d'outils qui est plutôt pour créer de l'image, même si ces outils maintenant lancent la vidéo à partir de vos images que vous avez générées. On a des outils qui sont sur l'audio, des outils pour créer des personnages ou des objets, ce qu'on appelle des LoRa, c'est-à-dire en fait modéliser un objet, que ce soit un flacon de parfum, par exemple pour la pub, ou une égérie.
ou totalement fictifs sur des imaginaires que vous avez. Et là, effectivement, plus en fait on monte en qualité, plus on passe de temps. Et finalement, la rapidité des outils n'enlève pas le temps humain de travail à effectuer. Voilà. Et du coup, si toi tu devais donner ta stack technologique vidéo, quels sont les outils que tu utilises le plus ou ceux que tu utilises de manière vraiment intense? Alors, c'est une question qui est intéressante et compliquée parce que en fait, ça change tout le temps. Au départ, j'étais genre pro Runway et puis après est arrivé Kling. Alors j'étais pro Kling. Après est arrivé Google V3, VO3 pardon, VO2, VO3. Donc en fait, ça change. En fait, le ranking change sans arrêt parce que d'un coup, je vais tester un prompt sur un nouvel outil qui vient d'arriver. Par exemple là, Google VO3.1, j'ai fait 3 tests ce matin qui sont assez intéressants que j'ai pas eu le temps de mettre dans cette présentation. Voilà, j'ai fait des tests sur Sora 2 qui sont intéressantes pour d'autres raisons. Donc, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai autant d'outils, parce que ça me Et permet de. ça dépend des usages finalement, Ouais, la finalité sur lequel tu as envie d'arriver après. les usages et les prompts ne sont pas les mêmes, enfin, n'ont pas les mêmes adhésions ou adhérences d'une plateforme à l'autre. Donc, si par exemple vous faites un prompt très court, des fois ça marche mieux. Des fois, si un prompt comme j'ai un prompt à la Balzac très descriptif, ça marche mieux. Tout va dépendre du projet, tout va dépendre de l'outil qu'on utilise. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de formule magique au départ. Il y a aussi un savoir-faire. Bon, moi, ça fait 2-3 ans, donc encore une fois, je suis junior, comme tout le monde. On me traite d'expert, mais en fait, je suis comme tout le monde. J'ai que 2-3 ans d'expérience sur ces sujets-là. Mais par contre, j'y travaille tous les jours. J'essaye tous les jours des outils. Je fais des veilles. Je découvre les nouveaux outils qui arrivent, comme là, par exemple, sur A2 ou Google VO3.1. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi du OK. travail de comprendre et de comprendre quand une vidéo ou une image ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, Mmh. qu'est-ce qu'elle n'est pas dans votre Donc c'est compte. ouais, Et c'est une expérience empirique. c'est vraiment un processus créatif par lequel tu chemines, évidemment de A à Z et ça nous emmène, du coup, d'une certaine manière un peu à ton Ouais. workflow, ta méthodologie, au quotidien. Alors justement, tu Mmh. parles de processus créatif et tu as fait une bonne transition parce que le processus créatif est bien, mais il est aussi un processus de production. Et là, c'est beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des artistes, des créatifs, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais il y a une organisation qui doit être implacable parce que quand vous générez plein de photos, plein de vidéos par jour, si vous ne les rangez pas dans les bons dossiers, si vous ne les mettez pas dans des choses organisées, ça ne marchera pas. Encore moins si vous travaillez pour un client. Donc là, j'ai fait ce slide qui est déjà presque obsolète, qui date de juillet pour une dernière formation que j'ai faite. Mais en tout cas, on va dire que le cheminement, il restera à peu près le même. C'est-à-dire qu'en fait, en production classique, vous avez la pré-production, la production et la post-production. Ça, les gens qui travaillent en visuel le savent. Mais la pré-production, avant, quand je faisais des films avant l'IA, c'est-à-dire il y a 5 ans, la pré-production pouvait prendre 3 semaines. Donc il y avait toute une organisation de planning qui coûte de l'argent, qui embarque beaucoup de gens. Des fois, c'est des shootings à 7, 15, des fois 20 personnes qui ont tous des salaires. Donc, du coup, ça génère des frais. La pré-production ici, vous êtes tout seul devant un ordinateur. Donc, en fait, là, la réduction des coûts, évidemment, elle est énorme. Mais on est sur le l'IA, on n'est pas sur un vrai shooting. Okay, donc, on ne peut pas tout faire, les avantages et les inconvénients. Voilà. La production, c'est tout ce que vous allez produire comme génération de contenu avec la photo, la vidéo, les sons, etc. Et la post-production, c'est comment on affine avec le montage, avec un doublage, avec un étalonnage, ce genre de choses. Donc finalement, par rapport au processus classique du cinéma, de la fiction, de l'audiovisuel, du documentaire, ça ne change pas, on va dire, la méthodologie. Par contre, ce qui change, c'est la chronologie dans la méthodologie. Par exemple, si vous faites une image, vous l'étalonnez avant de sortir une vidéo. C'est par exemple magnifique à AI. Et pour moi, un outil indispensable, c'est pour ça qu'il est un peu au centre, c'est que quand je sortis des vidéos sur Midjourney, etc., je peux les corriger sur l'étalonnage ou sur la qualité photographique avant de la passer en vidéo, ce qui fait toute la différence. Parce que les gens, on va dire plus amateurs, ne savent pas. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que chaque abonnement a des coûts. Là, je suis en train de faire un cost-kill à l'agence. Je me suis rendu compte qu'on dépensait plus de 2000 euros par mois pour tous ces outils, mais il y en a certains que j'utilise plus parce que je faisais des tests et que ça. Donc, on est en train de killer en fait toutes les applis qui ne servent plus à rien et parce que j'ai besoin aussi de racheter des abonnements. Et plus on va aller dans le temps, et plus les abonnements vont coûter cher. Par exemple, on va arriver à des abonnements à 200, 300 euros. Donc, pour une agence qui produit pour des clients, c'est déduit finalement du devis. Mais par contre, pour un freelance, un indépendant, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir trier dans les outils
par rapport à son budget, parce qu'il y a aussi un budget nécessaire pour produire du contenu de qualité. Bien sûr, mais à titre relativement légitime, qu'on prêche pour une paroisse ou pour l'autre, finalement, quand tu n'utilises pas les outils d'IA pour la création visuelle, audiovisuelle, tu utilises du matériel qui peut être aussi un peu coûteux, etc. Donc, d'une certaine Oui, manière, c'est aussi à mettre en comparaison des complètement. économies réalisées dans certains autres types de Sans, postes. sans parler de faire voyager une équipe de 7 personnes au Maroc Exactement. ou aux États-Unis avec les frais d'avion et aussi le coût en empreinte carbone que ça représente. Donc, il y a aussi un sujet là-dessus qu'on ne débattra peut-être pas aujourd'hui, mais l'IA est souvent pointé du doigt sur les dimensions écologiques, mais à contrario, il y a eu des études et des comparaisons entre un vrai shooting et l'équivalent qui aurait pu être fait par l'IA, et souvent l'IA est gagnante. Donc, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas rentrer parce que c'est un débat un peu plus complexe, mais il y a aussi des études qui montrent que, par exemple, l'usage de l'IA, finalement, est moindre que, par exemple, un humain qui travaille toute la journée sur un ordinateur. Donc, vous voyez, c'est des choses sur lesquelles faut y aller avec des pincettes parce que il y a beaucoup de condamnations, beaucoup voilà, de réactions par rapport à ces sujets-là. Mais en fait, si on regarde les études et les détails, alors évidemment, ça vient en surcouche par rapport à tout le reste, mais c'est pas non plus enfin, on est créateur, nous, on n'est pas écologiste, donc il faut qu'on crée. Donc, on a des outils qui sont assez intéressants pour le faire. On le fait. Et puis, on essaie aussi de manger moins de viande, par exemple. En quelques mots, oui. C'est une bonne responsabilité. C'est ça. Top. Alors, juste avant de lancer la vidéo, j'aimerais déjà lancer une actualité. Momie d'Égypte, donc une production, Z Production, donc une grosse boîte de production qui m'avait sollicité il y a à peu près un an, c'était au mois de novembre que ça a commencé, pour réaliser en fait toute une série de plans en IA pour finalement créer des évocations sur l'Égypte ancienne, notamment sur un sujet donc, qui va passer sur France 5 le 23 octobre. Donc là, c'est vraiment le résultat qu'on va voir à la télé et qui est une première pour France Télévisions, je crois, qui est de comment je fais quand j'ai fait mes interviews avec mes experts, mes archéologues, voilà, tous les gens qui vont parler d'une découverte majeure qui a été faite sur comment les Égyptiens embaumaient dans un savoir-faire incroyable, avec évidemment des tournages sur place, etc. Et il manquait juste une partie sur montrer les gestes, montrer les applications, etc., qui sera évidemment sur une voix off. Et donc, on m'a commandité un certain nombre de plans. Donc, c'est un documentaire de 90 minutes sur lequel je crois que j'ai entre 8 et 12 minutes de production faite par Balliscart pour pouvoir alimenter ça et avec un rendu audiovisuel télévision. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus sur TikTok ou on n'est plus sur le digital. On est vraiment sur une production professionnelle. Et donc, ça remonte à il y a un an. Donc, vous imaginez bien le futur qui va arriver là-dessus, puisque là, on parle d'une première, ou en tout cas des premières initiatives des grandes diffuseurs de télévision et de grandes boîtes de production. Donc là, l'idée, c'est comment finalement je peux décrire dans le documentaire, par exemple, des faits qui sont passés, mais avec une qualité cinématographique pour éviter d'avoir trois acteurs qui se battent en duel dans un studio avec un fond vert, beaucoup de fumée pour cacher un peu l'ambiance, ou de la 3D qui pour qu'elle soit excellente, coûte très très cher. Donc ça, c'était il y a un an. C'était un peu les balbutiements. Et aujourd'hui, je me suis rallié et associé avec Motion Dream AI, qui est une nouvelle startup qui se lance, donc qui n'est pas encore vraiment officielle, donc c'est un peu une avant-première. Et on est en train de voir comment on peut accompagner les producteurs ou les diffuseurs de la télévision, soit d'une façon hybride, c'est-à-dire avec un vrai tournage et certains plans peut-être faire en IA. Donc, je vous montre juste une bande démo sur la partie documentaire de ce qu'on va présenter dans les semaines à venir.
Ouais, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la création de contenu qui doit être qualitative pour ces productions-là, mais il y a aussi l'organisation. Et donc, du coup, MotionDream.ai va proposer aussi une plateforme digitale sur laquelle on va pouvoir travailler en directement avec les différents clients pour pouvoir organiser un workflow général qui va de la pré-production, production et post-production de façon plus fluide, plus agile. Et imaginez demain les documentaires que vous voyez aujourd'hui à la télévision, il y a beaucoup d'images d'archives qui sont, où on met un petit zoom comme ça, etc. Mais aujourd'hui, ils auront les niveaux, je dirais presque du cinéma, pour raconter une histoire qui s'est passée il y a 100 ans, il y a 50 ans, ou même il y a des milliards d'années. Et ça, c'est super parce que pour la culture déjà, parce que ça veut dire que on aura plus d'immersion dans les histoires qu'on veut raconter. Évidemment, tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Moby d'Égypte, tout est validé à la fin par des experts, des archéologues. Si jamais il y a un défaut IA ou par exemple il y a un hiéroglyphe derrière qui dit n'importe quoi, l'expert va dire ce plan ne passe pas. Et moi, j'ai retouché certains plans qui n'étaient pas validés par des experts. Donc, il y a aussi tout un processus de validation client qui est lié à des experts où on ne peut pas raconter n'importe quoi parce que la déformation. Et au final, où on reprend le processus audiovisuel habituel, finalement. Voilà, mais bon, pour certains secteurs comme la culture, par exemple, qui ont peut-être moins d'argent que la publicité, ça permet de rivaliser aussi dans l'attention avec de vraies histoires, avec de vrais scénarios, avec de vrais talents qui sont capables de raconter des histoires, de créer des images. Et ça va tout changer aussi pour ces secteurs-là, qui est un peu le parent pauvre, je dirais, sur la production, même s'il y a des grosses productions, on a des plus petites. Et donc, du coup, on va pouvoir, les petites productions vont pouvoir aussi s'aligner vers des choses plus haut de gamme, plus premium. Ok. Et question très très naïve, Stéphane, combien de temps de travail, de prompt pour arriver à ce résultat? Alors, je compte pas en prompt au kilomètre, hein, parce que souvent le prompt, on les retravaille, des fois on les réduit, des fois on les. Bon, voilà. Mais par contre, sur ce travail-là, pour être très précis, le projet, il a été acté, on va dire signé en novembre, et j'ai terminé la production, bon, avec d'autres projets à côté, d'accord, vers janvier. Donc, vous voyez, on est sur une production à 2-3 mois quand même si à côté j'ai d'autres projets, 2-3 projets, pas plus. Mais on va dire que c'est bien un mois de travail Mmh. à temps OK, plein. Ouais. parfait et Et bravo, vous verrez, effectivement, et vous verrez le résultat. Donc, le 23 octobre, ça passe en prime time sur France 5. Donc, il y aura tout le documentaire de 90 minutes. Et vous verrez que de temps en temps, il y aura les plans réalisés qui seront un peu mis dans le film au moment où il y aura besoin d'évoquer en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, je vous invite à regarder ça sur France 5 le 23 octobre et vous m'en direz ce que vous en pensez. on Mais prend tout date ça a été produit il y a un an sans les outils d'aujourd'hui. et a priori, ça va être relativement qualitatif Voilà. de ce Ouais, qu'on en a vu. En tout cas, et ça fait l'effet waouh, je pense, attendu. OK, parfait. alors après, moi aussi, je suis directeur d'agence, donc il y a aussi eu des projets qui sont venus. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur l'événementiel. Par exemple, j'ai fait le film d'ouverture en décembre 2024, donc il y a un an presque, pour le fameux Luxury Summit, Paris Luxury Summit, qui est organisé par CNews et Plus6 Media. Et j'ai eu la chance aussi pour le Watch and Wonders, qui est le plus grand salon de haute horlogerie au monde, de faire le film inaugural de 3 minutes qui est passé sur un grand écran de 15 mètres devant tous les acteurs de cette industrie. Et ça, c'était vraiment incroyable. Surtout que dans les deux cas, on m'a laissé carte blanche, c'est-à-dire que j'ai pu imaginer là, c'était sur Radical Evaluation, qui était le thème de cet événement. Et dans l'autre cas, c'était sur l'art intemporel. Donc, on ne pouvait pas citer de montre, etc. Donc, j'ai dû faire quelque chose d'assez métaphysique. Et finalement, les deux ont très bien fonctionné sur une audience. Et après, il y a aussi d'autres productions qu'on a pu faire que je ne peux pas montrer parce que c'est pour de l'interne, sur des programmes d'acculturation, comment dire, des films pour des séminaires où le speaker est directement intégré dans le film, puis après il arrive sur scène. Enfin, donc on peut aussi jouer sur de la mise en scène un peu théâtrale Mmh. avec des films IA et rebondir de l'un à l'autre. Donc il y a des choses très intéressantes. On a fait aussi à Genève, là, sur Watch and Wonders, on a fait en deuxième partie, il y avait une danseuse il y avait toute une chorégraphie de danse. Et en amont, on avait travaillé pour que, en écran derrière, on ait une synchronie parfaite entre une danseuse en IA et la vraie danseuse sur scène, et qui était complètement synchronisée par rapport à une chorégraphie qui est au millimètre près sur la musique.
Donc, il y a vraiment beaucoup de. En fait, moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur toutes les opportunités qu'on peut faire. Et presque aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça ringardise un petit peu les technos d'avant parce que aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, voilà, qui sont réalisables sur des délais quand même qu'il faut demander. Parce que, par exemple, sur Watch and Wonder, ça a été au 1er avril le lancement, enfin, l'ouverture du salon et j'ai commencé à travailler en janvier. Donc, vous voyez, c'est encore une fois 2-3 mois de travail, quoi, Ouais. parce qu'il y a validation et que ça. Et du coup, ça a aussi un impact sur les métiers, parce qu'évidemment, là, tu fais ça toi, mais derrière, il peut y avoir une équipe beaucoup plus importante, spécialisée sur un outil, spécialisée sur plutôt la vidéo, plutôt spécialisée sur le son, etc. Et au final, il y a une transition des métiers qui va aussi s'opérer d'une certaine manière. Oui, et j'ai envie de dire même, alors, je vais prendre mon cas personnel, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 50 ans. Je suis pas, donc je suis peut-être junior dans l'IA parce que ça fait que 3 ans, mais j'ai aussi un background depuis, on va dire, mes premiers courts-métrages de l'âge de 16 ans. Donc, vous voyez, j'ai aussi appris le cinéma, j'ai fait des études de cinéma, j'ai lu tous les livres sur les scénarios. Donc, bon, j'ai aussi un background. Et ce que je veux dire pour les gens un peu plus âgés, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'expérience que vous avez acquise, que ce soit dans plein de métiers, que ce soit photographe, réalisateur, etc., l'IA ne vous remplacera pas parce qu'au contraire, c'est votre expérience de 20 ans de métier, 10 ans de métier, 15 ans de métier qui vont faire la différence. Bien C'est sûr. vraiment ce que je crois. C'est que ce que je crois, c'est que moi, j'ai émergé assez rapidement parce que j'ai eu des prix, des machins, mais en fait, j'ai mis dans l'IA tout ce que j'avais envie de faire, que je ne pouvais pas faire pour des raisons financières, pour des raisons de temps, mais je l'ai mis avec le même niveau d'intensité créative ou stratégique si c'est pour une publicité ou autre. Donc, en fait, c'est comme avant, sauf qu'avec l'IA, ça ouvre des vannes créatives, des perspectives incroyables, même de nouvelles idées, de nouveaux scénarios, une nouvelle écriture, une nouvelle esthétique. Donc, il y a tout ça qui se met en place. Génial. Et il ne faut pas avoir peur de se dire que. Alors, souvent, j'entends dans les conférences que. Ah oui, l'IA, c'est pour la Gen Z. C'est faux, parce que moi, je suis aussi professeur et j'enseigne justement la formation IA et vidéo dans les grandes écoles supérieures à Paris. Et les jeunes sont un peu plus dubitatifs. Là, aujourd'hui, les 45-55 ans sont les plus experts dans l'IA, les gens de mon âge, parce qu'on a déjà vécu une première évolution qui est le Web 1, 2, 3, parce qu'on a mis les mains dans le cambouis, parce qu'on a appris par nous-mêmes, on est autodidacte, on regarde des tutos au départ, et ensuite, on comprend comment ça marche et on y va. On n'a pas peur. Donc, il faut Tu faire vas être attention. à dos beaucoup d'étudiants en disant ça, mais Non, effectivement, non, non, mais je les vois le étudiants, point. ils ont de la chance. Il y a Luc Besson qui avait envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps sur Instagram que j'ai retweeté, je trouve ça génial. Il disait: je rêverais d'avoir 17 ans aujourd'hui. Luc Besson, qui est producteur, qui est réalisateur qu'on connaît, qui a fait de grands films, et il dit aujourd'hui: arrêtez de vous prendre la tête. Aujourd'hui, le plus grand distributeur au monde s'appelle YouTube. Vous prenez votre téléphone portable. Alors, il n'y a pas de lien parce que je pense que ça va dépasser. Mais il dit: vous prenez votre téléphone portable, vous faites un film à 1 million de vues et vous faites une entrée de cinéma. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de règles, mais il faut quand même des règles. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentiel avec ces outils, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un savoir-faire qu'il faut qu'il soit là parce que tout le monde peut envoyer, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie, on peut envoyer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un des dangers de l'IA, les deepfakes, tout ce que vous voulez. Mais le métier d'artisan ou d'artiste, il doit rester et il doit s'amplifier avec l'IA. Je prends juste pour terminer ce slide et avancer sur la suite. Je reprends toujours cet exemple que j'ai écrit dans mon livre Luxe et intelligence artificielle, qui est que quand les photographes sont arrivés, les peintres et notamment Baudelaire se sont insurgés en disant: mais vous appuyez sur un bouton et vous faites notre métier qui était reproduire le réel. Et qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? C'est que, un, la photographie est devenue un art. Deux, les peintres comme Monet, justement, sur qui j'ai rendu hommage à travers un film, est passé à l'impressionniste avec d'autres parce qu'ils ont commencé à mettre de l'image en mouvement en sortant de leur atelier pour aller à l'extérieur au moment de l'arrivée du chemin de fer, donc avec cette vitesse accélérée. Et le cinéma, l'arrivée du cinéma. Et donc des photographes sont devenus cinéastes, etc. Ben, l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque révolution technologique ou révolution industrielle, ce que je pense, les métiers se réinventent Bien sûr. ou s'amplifient et ne se font pas remplacer, sauf pour ceux qui ne veulent pas y aller. Voilà. Ouais, non, on est complètement d'accord. Et du coup, bah, c'est la transition toute trouvée d'une Ouais. certaine manière. Alors justement, alors déjà, je voudrais
remercier, que je ne remercierai jamais, Gilles Guéras, qui a eu l'idée incroyable il y a un an à peu près, c'était au mois de novembre. Il a lancé un groupe sur LinkedIn, il a sélectionné un certain nombre de réalisateurs qu'il avait repérés, dont je fais partie, et il a dit, voilà, j'aimerais faire un prompt club dans lequel chaque mois, on sort chacun un film IA sur un seul thème. Donc, il y a un thème qui est imposé, et on doit tous réaliser un film chaque mois. Donc là, on en est presque à la 11e, 12e édition. Donc, ça a moins d'un an. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, moi, j'ai retrouvé mon énergie de jeune à faire mes courts-métrages sans contrainte client, c'est juste ce que j'ai envie de faire. Et c'est le cas aussi des autres réalisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'entre le premier film et puis les derniers là, qui sont arrivés, tous, que ce soit moi ou d'autres, on a tous affiné en fait notre vision, notre façon de faire des films en IA. Et ça, et dans ce marathon, finalement, de faire un film par mois, donc dans l'exercice de le faire, et puis savoir qu'on sera diffusé, et puis savoir qu'on se challenge les uns et les autres de façon très gentille parce qu'on n'est pas en compétition, et ben du coup, ça nous a upgradé tous ensemble. Et on sent chez certains que j'ai repéré qu'il y a un style qui se développe, qui est vraiment de plus en plus pointu. Et ce qui est mon cas aussi, puisqu'au départ, je faisais des films un peu pour rigoler, machin. Et maintenant, je fais des films, les 2 derniers films ont pris vachement de temps. J'ai pris presque 3 semaines pour chaque film, la Monnaie. Mais après, le retour de la médaille, c'est que la Monnaie, par exemple, a été sélectionnée dans un festival indépendant à Hollywood et sera diffusée dans l'iconique salle des Oscars le 9 novembre prochain. Donc, vous voyez, ce film qui a été réalisé en juin, il est déjà à Hollywood quelques mois plus tard. Donc ça, c'est une fierté pour moi, mais c'est surtout c'est que j'ai envoyé ce film-là et j'étais sélectionné parmi une quinzaine de courts-métrages dans le monde entier. Donc, et je suis le seul représentant français, donc j'en profite pour le dire. Donc, je suis très content. Et honnêtement, quand j'ai sorti ce film-là et que je l'ai publié sur LinkedIn la première fois, j'avais des trouilles parce que je me dis personne ne va rien comprendre à l'histoire. Et ça a été, j'ai eu des commentaires incroyables. Donc, je me dis finalement, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et puis, votre idée que vous avez dans la tête, finalement, l'IA va la transformer sur l'écran. C'est vraiment ça le message que je veux faire passer parce qu'au final, tout vient de l'esprit humain. C'est clair. Tu veux que je passe à la slide suivante? Allez. Alors, ça, c'est un slide que j'ai publié cette semaine sur LinkedIn parce que, en fait, moi, j'ai une nouvelle inquiétude. Pour moi, pour les gens en fait, un peu plus experts qui ont déjà travaillé depuis 3 ans sur l'IA et la vidéo, parce que est arrivé Sora 2. Et Sora 2, c'est quoi? C'est à la fois un nouvel outil vidéo où avec un prompt très simple, vous allez générer des films de 2 minutes sans problème, assez qualitatif, je veux dire, au niveau de l'adhésion du prompt que vous aurez mis. Vous pourrez regarder sur mon flux LinkedIn, j'ai fait une espèce de série B années 70 avec Godzilla qui arrive à la fin et tout. Bon, bref, c'est pas ce que je vais faire dans le futur, mais c'était juste pour tester l'outil. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le grand public va commencer à faire des films assez wow effect sur les réseaux sociaux, etc., mais qui n'auront pas le même savoir-faire que des gens qui ont passé 2 ou 3 ans comme moi, des artistes, des créatifs, etc. Donc là, il peut y avoir un danger là-dessus pour ces métiers-là, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne remplacera pas un scénario, on ne remplacera pas une direction d'acteurs que vous pouvez faire avec des prompts aussi, et que ça. Le seul truc que je veux montrer là-dessus, c'est que pour avoir fait aussi, j'ai formé plus de, je dirais, 1000 personnes, si je compte les étudiants et les professionnels en 2025. Donc, et l'année n'est pas finie, j'ai d'autres formations qui arrivent, et à plusieurs niveaux, un niveau C-level comme au niveau, je dirais, indépendant, solopreneur. Et ce que je me rends compte, c'est que la courbe d'apprentissage professionnel, du fait que dans les entreprises, il n'y a pas soit une direction qui est imposée pour vous devez vous y mettre ou parce que des fois on bloque les outils, ce que je peux comprendre pour des questions de sécurité. Donc la courbe d'apprentissage chez les professionnels salariés est beaucoup plus faible que celle des freelances ou des indépendants qui ont le temps de passer le soir, le week-end à tester les outils, etc. Quoique vous pouvez le faire aussi le soir et le week-end, hein, ça n'incombe que vous. Mais la technologie IA, on va dire, elle monte tellement à 100%, voire à 300%, qu'en fait, la courbe d'apprentissage, on ne peut pas suivre. Donc, sauf si on est vraiment dans ce métier, qu'on commence à en gagner de l'argent avec, qu'on commence à faire des formations, être professeur, tout ça. Donc, on est obligé, nous, de suivre tout ce qui se passe parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Mais aujourd'hui, avec Sora 2, avec tous les outils vont se démocratiser de plus en plus, ce qui fait que la vidéo, IA demain, devient Instagram ou TikTok. Et en plus, Sora 2, ce n'est pas qu'un outil vidéo IA, c'est aussi un nouveau réseau social où vous publiez votre vidéo
avec votre tête et vous jouez dans votre film. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des followers, vous pouvez avoir un nombre de vues, etc. etc. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'était pas là avant et qui évidemment est passé numéro 1 des téléchargements sur l'Apple Store US, a créé plus de hits en téléchargement, enfin en usage de l'application sur 1 million d'utilisateurs, je crois. C'était 5 jours pour ChatGPT. Et là, ils ont encore réduit, c'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs en peu de temps qui sont mis à Sora 2, mais qui avaient déjà l'usage de ChatGPT. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur du mainstream qui arrive. Et le mainstream, on l'avait vécu avec le Web 2, c'est que les premiers influenceurs commencent à faire des selfies, etc. Ils sont tout de suite montés à 10K followers, 20K, 1 million de followers, là où les marques ont du mal. Parce qu'ils postent une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Les influenceurs, ils sont invités à droite à gauche, ils font un selfie, paf, voilà, ils ont déjà une audience. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est comme les autres technologies qui sont arrivées avant, c'est que le grand public va commencer à générer ses propres influenceurs, créateurs de contenu pertinents, alors soit pour des choses futiles ou des choses utiles à voir. Mais du coup, ça veut dire que les entreprises vont devoir se mettre à niveau pour pas être parodiées. Là, on va avoir toute une parodie de marques qui vont arriver, notamment dans le luxe, ça arrive beaucoup en ce moment, qui vont pouvoir détourner des messages publicitaires qui passent à la télé. Donc, il faut être faire très attention à ce qui est en train de se passer. Et là, c'est vraiment pour moi le deuxième effet qui se coule, comme je l'ai appelé, une deuxième vague IA vidéo qui arrive et qui peut être assez dangereuse parce qu'on va faire des deepfakes, parce qu'on va pouvoir faire la désinformation d'activité. C'est aussi ça, il y a la courbe d'apprentissage et puis il y a la volonté d'avoir un usage réfléchi ou qui ne mette pas en danger une marque, une entreprise ou l'image d'une certaine manière qu'on représente. Donc effectivement, il y a ça. Tu évoquais tout à l'heure l'histoire des coûts aussi. Donc il y a la compétence, mais il y a mettre l'argent aussi en face de la compétence, que ça soit en faisant appel à des agences ou des prestataires externes ou en intégrant la montée en compétences au sein des équipes. C'est aussi des choses nouvelles à intégrer. Et à ce titre-là, il faut aussi qu'il y ait une adoption qui soit mentale du fait que effectivement aujourd'hui c'est un moyen de gagner du temps, de gagner en efficacité, si on le fait bien, ne pas trop perdre en qualité, voire faire des choses relativement qualitatives. Et tout ça, il n'y a que la pédagogie qui aide, hein, d'une manière ou d'une autre. Bon, et du coup, tu as des bons exemples sans doute de ce sujet-là. Alors, on va passer sur le slide d'après. Alors, ça, c'est un exemple de Alexandre Coméré qui est podcasteur avec son père PPC, que certains connaissent de mon âge, qui faisait partie des premiers blogueurs, Paris Blogtil, etc. Et ils font des super émissions sur donc les différents, on va dire, supports de podcast et aussi sur YouTube, vous pouvez retrouver. J'ai mis le lien en dessous. Ce qui est super intéressant dans l'histoire, c'est que donc Alexandre a testé Sora 2 et il a publié sur TikTok. Il a fait 1,6 million de vues avec la petite vidéo que tu peux passer tout de suite. Ouais. Ah, pardon. Donnez-moi ça, il y a un chat sur l'aile, je vais le chercher. Tenez bien la corde, d'accord? Bien sûr. Allez, petit, reste calme. Voilà, je t'ai. On rentre, il est sain et sauf, tout va bien. Merci d'avoir patienté, on l'arrive. Et alors, ce que je trouve super intéressant, alors du coup, j'ai découvert ça parce que moi, je suis sur des groupes WhatsApp et j'ai vu Alexandre qui parlait de cette histoire-là avec son père, PPC, sur leur podcast qui font un deux, père et fils. Et le podcast, je vous invite vraiment à l'écouter parce que il explique en fait comment c'est arrivé. Il a testé sur Radio, il l'a balancé sur TikTok alors que ça faisait 7 mois qu'il n'était pas sur TikTok, il a fait 1,6 million. Et il disait, ouais, pour tester, j'ai pris des chats. Enfin, des choses qui marchent. Et il a fait 1,6 million, alors que c'est pas un influenceur. Enfin, ça va, il a 30, il a presque 2000 followers, bon, etc. Mais puis c'est quelqu'un qui est pas un amateur dans le sens où quelqu'un qui a réfléchi à l'IA. Mais c'est pas un créateur de contenu influenceur traditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son podcast, il explique vraiment tout ça. Très intéressant, ce qui veut dire que n'importe qui, ou presque, pourrait avoir eu l'idée de faire une vidéo. Et vous remarquez que dans le film, ce qui est intéressant, et c'est la puissance de Sora 2, c'est qu'il a un caméo. Le caméo, c'est quoi? C'est-à-dire que il a, quand vous allez sur l'application Sora 2, alors c'est là qui est compliqué, c'est pour ça que moi j'ai peu le temps de faire le mien, parce qu'il faut passer par l'Apple Store US, avoir un numéro de téléphone US, etc. Pour pouvoir créer, vous allez sur l'application, vous prenez votre visage de face, profil de gauche,
et vous êtes automatiquement enregistré comme un personnage. Vous promptez, je suis en train de sauver un petit chat sur l'aile d'un avion, et il réalise le film pour vous. Donc en fait, sur le plan créatif ici, et Alexandre le dit lui-même, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'a pas travaillé pendant des heures, des prompts comme moi je peux faire sur des films du Prompt Club, par exemple. Et pourtant, le truc fait 1,6 million. Et il explique très bien en disant qu'effectivement, il va y avoir à la fois des créations de contenu qui vont être vraiment très futiles, très les petits chats, les pizzas, ce que vous voulez, ou malheureusement tout ce qui est un peu raciste ou des informations politiques ou actualités. Et de l'autre côté, va émerger quand même des créateurs qui vont pousser sur ces réseaux, parce que Sora 2, je le répète, c'est un réseau. S'ils font des contenus de qualité, un peu comme Instagram ou TikTok, vont émerger comme des créateurs de contenu influents et donc du coup vont pouvoir travailler avec des marques, etc. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se shooter dans la vraie vie. Avec leur caméo, ils vont directement jouer. C'est le film dont vous êtes le héros, quelque part. Ouais, exactement. Top, on va arriver, on va laisser du coup une place un petit peu à l'échange, etc., à prendre des questions, mais du coup on va terminer. Ouais. Ça te va? On passe Voilà. à cette Alors, partie. juste avant les questions, je voudrais faire un petit push sur un hackathon qu'on va faire bénévolement pour une association caritative sur un billet à 50 euros, donc c'est vraiment pas grand-chose et tout revient à l'association. Nous, certains membres du Prompt Club et d'autres, on vient en bénévolat pour aider sous une forme d'hackathon. On va encadrer chacun de 10 personnes pour monter le premier film publicitaire ou fiction ou ce que vous voulez pendant 4 heures seulement. Voilà, donc alors ça se passe à Paris, désolé pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est mardi prochain. Et pour ceux qui veulent venir, on a aussi j'ai aussi un code promo en tant que mentor formateur. Donc jusqu'à minuit, parce que bon, c'est pour l'association, donc on essaie aussi de vendre plein tarif. À Garage 70, vous aurez, je crois, jusqu'à 70% de réduction parce que là, on a dépassé. Il y a que 70 personnes qui pourront être là, donc c'est une occasion pour commencer à vous initier à l'IA et vidéo avec plusieurs professionnels, dont pas mal du Prompt Club, donc des gens qui sont assez aguerris et qui permettra de vous coacher sur votre premier film, en collectif bien sûr. Mais c'est déjà une première mise dans le cambouis, si je peux dire, en plus dans un garage, donc ça se passe très bien avec Zouti. Mais je m'arrête là. Peut-être juste passer le petit film pour, Oui, on va pour la promo, et puis après on fait les questions. Voilà, donc c'est une première initiative, un premier événement, mais ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une énergie à Paris, mais aussi à Lyon, il y a à Nantes, enfin, il y a partout en France, il y a une énergie pour voilà, lancer des opérations comme ça, on y va, on fait des choses, et je pense que c'est comme ça aussi que moi je me suis formé, donc c'est important d'aller à ce genre de rendez-vous. Exactement. Et donc peut-être avant donc le temps que vous puissiez tous poser peut-être des questions directement dans la fonctionnalité Google Meet là, peut-être bien de préciser qu'effectivement si ces sujets-là vous intéressent en termes de formation, etc. Stéphane évidemment est disposé à pouvoir échanger sur le sujet et Cruz également, puisque du coup on forme à ces sujets souvent les entreprises sur des notions un petit peu sur mesure, alors sur des formats de 2, 3, 4, 5 jours. Et on a vraiment vocation à faire en sorte que la montée en compétences puisse être la plus rapide auprès des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions qui ont été posées ou est-ce que, du coup, certains veulent poser des questions sur ce qui a été un petit peu présenté, soit en termes de faisabilité technique, d'outils, de timeline, de budget, de réalisme, de qualité, sujet à débat ou pas, puisqu'évidemment c'est plusieurs communautés qui s'entrecroisent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On va laisser le temps à tout le monde éventuellement de poser. Est-ce que Stéphane, tu avais fait le tour un petit peu de tous les éléments? Tu disais donc les actualités, en gros, tu as donc
cette formation là, mardi prochain. Oui. Tu disais, c'est quelle date le passage à France Télévisions là? Le 23 octobre en prime time à 21h10, je crois. Ok. France 5. Parfait. Donc peut-être qu'on fera aussi un petit email avec ces éléments-là. Pas de questions particulières. Tout était relativement clair pour vous? Moi, je serais curieux, j'aurais envie de te dire, Stéphane, c'est quoi l'évolution un petit peu de tout ça? Toi, ça t'emmène où? Ou quels sont les gros projets dont évidemment tu ne peux pas nous parler, mais qui vont arriver, dans les prochains mois et sur lesquels, tu pourrais nous projeter un petit peu? En fait, c'est vraiment. Ah tiens, il y a peut-être une première question, à peut-être répondre à cette question avant. Vas-y. Quel est le meilleur outil pour produire une. Alors, j'ai pas eu le temps de dire, pardon. Alors, quel serait le meilleur outil pour produire une vidéo pour Instagram en partant d'un visuel? Ok. Alors, déjà, ça veut dire que vous avez un visuel. Vous ne l'avez pas créé sur Midjourney. Parce que Midjourney, on va dire que c'est à peu près l'outil, mais il y a aussi d'autres outils, etc., comme aujourd'hui Google Nano Banana, qui est assez performant. Une fois qu'on a l'image, après, donc, il faut aussi réfléchir. Les outils nous permettent de faire du 16:9, du 9:16, donc pour le format. Si vous voulez faire une story, une reel, c'est plutôt du 9:16. Si vous voulez faire un film, c'est plutôt un plan de film, c'est plutôt, j'ai tendance à m'embrouiller, 16:9. Voilà. Après, il y a le 4/5 qui est pour le feed, etc. Donc, vous devez déjà définir quel est le format. Ensuite, dans les outils performants, vous avez, alors, et encore une fois, je ne m'avance pas sur le futur, mais actuellement, on va dire qu'il y a Kling, il y a Google VO3, et donc 3.1 que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais qui est dans l'évolution de Google VO. Et on a Runway qui est pas si mal que, pardon, Midjourney qui est pas si mal que ça sur si vous avez déjà un abonnement de Midjourney, vous créez une image et après vous pouvez la lancer en vidéo, et vous pouvez même changer le ratio, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent faire de la vidéo IA, moi je conseille d'abord Midjourney, où vous pouvez faire de la photo, de la vidéo par rapport à ça. Si vous avez un peu plus de moyens et d'abonnements, il y a aussi, vous pouvez passer par des plateformes comme Freepik qui vous permettent d'accès à tous ces outils directement sur l'application. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 15 abonnements. Il y a un pricing pour Freepik, mais vous pouvez utiliser Google VO3, Kling, etc. Donc ça vous permet aussi de tester des choses. Et après, bah, souvent pour les réseaux sociaux, c'est 15 secondes. Donc les vidéos selon les plateformes sont générées, c'est 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Là, la nouveauté, je le précise parce que j'ai fait un tout petit peu de veille ce matin sur VO 3.1. On va pouvoir faire des vidéos à partir d'un prompt de 1 minute. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que vous faites un clip de 2 minutes. Après, je ne sais pas la qualité parce que je n'ai pas testé, mais c'est déjà le plus grand format en termes de timing qu'on a aujourd'hui à VO 3.1 qui a été annoncé ce matin. Moi, j'ai dans un newsletter, enfin, dans mon mail de ce matin, je ne sais pas combien de mails Google VO 3.1. Et donc, une des informations que j'ai retenues, c'est que c'est des vidéos qui vont durer jusqu'à 1 minute sur un seul prompt. Voilà. Ok, top. Bon, je pense que Pauline, ça doit répondre à votre question, j'imagine. On a une deuxième question de Johan. On peut déjà utiliser Sora 2 en France? Oui, alors, oui et non. Enfin, Sora 2, moi je l'utilise. Alors, il faut avoir un VPN. Donc, c'est une application. En fait, le VPN, c'est vous téléchargez, il y a un coût. Vous téléchargez une application sur votre desktop ou sur votre téléphone mobile et vous mettez, donc par exemple pour Sora 2, il faut se mettre sur US ou Canada et vous avez accès à Sora 2. Sinon, vous n'avez pas accès depuis la France. Pour l'instant, ça va venir, mais pour l'instant, si vous voulez tout de suite essayer, il faut passer par le Canada. Voilà. Donc, le VPN, c'est qu'en fait, votre adresse IP est considérée comme étant US ou Canada, donc vous avez accès à l'outil. Et l'avantage, c'est que pour l'instant, Sora 2 est gratuit. Enfin, pas Sora 2 Pro, mais déjà, ça permet de faire plein de. C'est assez rapide. Franchement, moi, je pense que leur stratégie, c'est qu'ils ouvrent les vannes pour. Comme on a le watermark Sora 2, c'est en train de pulluler partout sur les réseaux sociaux. Et puis à un moment donné, ils vont fermer en disant vous payez 300 balles ou vous n'avez plus accès. Mais on est tous déjà addicts à Sora 2, donc, parce qu'on peut faire des films très rapidement, etc. Donc voilà, il faut avoir un VPN. Donc il y a des. Moi, j'ai par exemple VEEPN, il y en a d'autres. Voilà, ça coûte, je ne sais plus, 20 balles, 30 balles, j'ai oublié.
Et ça, c'est obligatoire de l'avoir pour pouvoir vous connecter. Et après, vous allez sur votre browser et il vous reconnaît comme étant américain ou canadien. Donc, vous pouvez télécharger ou accéder à ça. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, avec les plateformes comme Freepik, justement, vous avez accès directement, si je ne me trompe pas, parce que en fait, il y a toute une liste d'outils que vous pouvez utiliser quand vous faites image to vidéo, vous choisissez, et je crois que si vous mettez Sora 2, il est accessible. Mais ça, honnêtement, je ne m'avance pas là-dessus, mais je crois que c'est faisable. Ok, top, merci Stéphane. Une autre question qui arrive, Marlène, environ combien de prompts itérations pour arriver à une vidéo de 1 minute avec plusieurs plans? Alors, Sora 2, vous faites un seul prompt et vous avez une séquence avec plein de plans, parce qu'en fait, il fait le montage automatiquement en séquence. Donc ça, pour faire des petits films qui ne sont pas trop importants, où on ne regarde pas trop la qualité. Et il y a aussi moyen, si vous passez par Freepik, de ne pas avoir le watermark Sora 2 pour une vidéo, on va dire, que vous voulez utiliser professionnellement. Après, les prompts, c'est une vraie question parce que en fait, on est déjà dans le processus créatif parce que, par exemple, si je dis prompt la ville de New York vue depuis un drone où j'arrive devant la Statue de Liberté et je rentre dans son œil, c'est un prompt, mais ça fait un plan. Si je dis prompt 2, on est à l'intérieur de la Statue de la Liberté et il y a une fête partie avec du champagne ou je sais pas quoi, ça me fait un deuxième plan. Donc, en fait, c'est très difficile à dire parce que tout dépend de votre projet, tout dépend. Par exemple, si vous voulez faire un film ou un Reels pour Instagram, un ou deux prompts suffisent puisqu'en fait, vous avez 15 secondes. Donc, soit c'est un plan séquence, soit de 8 à 10 secondes, soit vous faites deux plans pour faire 15 secondes en coupant dedans, quoi. Donc, oui, et peut-être y avoir aussi, comme le dit Marlène là dans la question, une itération, c'est-à-dire le plan, il peut peut-être pas convenir à ton besoin exactement, ou tu as peut-être un certain nombre de détails à modifier, ce qui induit que tu peux aussi prompter énormément sur la même séquence pour avoir là une séquence non, mais par surtout, définition. Et aujourd'hui, on peut avoir un prompt sur une scène, par exemple, avec un personnage dans un décor. Vous êtes content de votre image. Vous avez aussi des IA qui vous permettent de dire, OK, je veux, par Mado Banana, vous mettez votre image et vous dites, je veux que tu me changes l'angle de trois quarts ou machin, et il vous sort la même image de trois quarts. Donc ça vous fait deux plans au lieu d'un, juste avec l'image. Et après, vous lancez chaque image en vidéo, vous faites votre montage, et en fait, vous avez les angles de caméra qu'il faut pour faire une séquence animée, quoi. Donc en fait, il y a plein de workflow ou on va dire, de cheminement possible pour arriver au résultat. Donc, la question est un peu difficile à répondre parce que ce n'est pas le nombre de prompts qui compte. C'est parce que des fois, juste avec une image, vous pouvez générer d'autres images ou d'autres vidéos. Ou d'une vidéo, vous pouvez générer une autre vidéo. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez un premier prompt, vous ouvrez, vous avez une autre poupée. Ensuite, vous ouvrez, vous avez deux autres poupées. Et voilà. Et par exemple, je prends un exemple justement sur le documentaire d'Égypte. Plus j'avais de matière, et plus j'ai gagné en temps parce qu'en fait, j'avais tellement de matière, des pyramides, des décors, du désert, des Égyptiens avec ça, qu'en fait, en mélangeant tout ça dans un seul prompt ou avec les mêmes images, en fait, j'accélérais. En fait, souvent, vous commencez un projet d'une page blanche. Au départ, vous faites deux, trois plans, machin, oui, bon, machin. Mais en fait, ces trois plans, vous pouvez les remettre dans la machine et puis d'un coup, ça en fait 4-5. Vous créez un personnage récurrent à partir de 4-5 profils du personnage que vous avez créé. Et en fait, tout va s'accélérer plus vous avancez dans le temps, mais avec la matière que vous avez générée par l'IA. Et le temps qu'on ait peut-être encore une ou deux questions, moi j'en ai une qui nous ramène peut-être un peu trop sur Terre, mais du coup, ça se devise comment? J'ai envie de faire un film avec Ballistic Art, avec Stéphane, d'1 minute pour mon entreprise, etc. On n'est pas exactement dans les mêmes ratios, dans les mêmes repères sur les processus créatifs. Comment toi tu devises ça, ou à quel budget on peut s'attendre pour monter des initiatives de ce type-là? C'est une très bonne question parce que c'est aussi beaucoup de débats qu'on a eu au sein du Prompt Club parce qu'on est une communauté où il y a des indépendants, il y a des freelances, il y a des directeurs d'agence. On est plusieurs directeurs d'agence dans le Prompt Club. Il y a eu beaucoup de débats. Alors, il y en a certains qui disent moi, je facture si c'est 1 minute, c'est tant, si c'est 2 minutes, c'est tant, etc. Mais en fait, ça ne change pas le travail qui est fourni. Donc, moi, ma politique que j'exerce avec mes clients ou mes différents personnes avec qui je travaille, c'est toujours la même chose, c'est que
Alors, quand on est en agence, c'est différent parce que quand on est en agence, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que un indépendant, par exemple, il va dire bah, moi, je vends un film 5 000 euros pour 30 secondes, je dis n'importe quoi. Mm. Parce que lui, il sait qu'il est tout seul et qu'il va tout faire. Mais en fait, dans son devis, il devrait dire DA, ligne de cost. Bien sûr. Chef de projet, ligne de cost. Réalisateur filmmaker, s'il a eu des prix, machin, il peut monter les prix en disant je suis un filmmaker du Prom Club ou je sais pas quoi, j'ai gagné un prix là et là, ça se valorise, quoi, comme un vrai réalisateur. Tant de prix, etc. etc. Moi, je mets aussi coût des outils IA et je mets sur des petites enveloppes, genre 500 000, parce que finalement, ça consomme pour que le client le paye aussi si on fait son projet. Donc, tout ça, en fait, j'ai envie de te dire, si tu es tout seul, tu es indépendant, bah, vaut mieux faire un devis où tu mets plusieurs postes, parce qu'en fait, au final, un indépendant, il est super polyvalent, mais il doit facturer pour chaque polyvalence qu'il a. Et non pas juste dire, voilà. Donc finalement, on en revient au modèle d'agence traditionnelle. On est moins là pour payer un résultat qu'une démarche de production créative. Évidemment, le résultat va impacter, mais du coup, on viendrait plutôt, comme tu dis, détailler un certain nombre d'éléments, ce qui fait qu'au final, le budget va être assez similaire à une production, peut-être plus faible évidemment, mais à une production un peu généralisée. Alors, oui, non, il y a une différence. Pourquoi? Parce que quand je faisais des productions avant que tu as connues au sein de Ballisicart, j'ai tout un travail de planning de production, donc il peut durer jusqu'à 3 semaines avant le tournage, dans lequel on va faire de l'achat d'art, c'est-à-dire d'accessoires, de vêtements, d'objets, etc., pour pouvoir faire le shooting. On a aussi tout le temps passé par la gestion de projet pour mener ces 3 semaines avant le jour J, parce que souvent c'est des shootings de 1 ou 2 jours. Okay, la location du studio, donc tout ça, on l'a plus. Donc, c'est ce que moi j'explique à mes clients, c'est que en fait, là, vous avez la baisse d'argent ou l'optimisation, c'est que sur tous les frais qui sont liés à un shooting en réel, par l'IA, en fait, tous ces prix sont enlevés. Par contre, ce qui reste, et c'est ça que je voulais un peu te dire en rebondissant sur ce que tu disais, c'est en fait, c'est le temps homme-jour qui compte. C'est le TJ parce que en fait moi par exemple je reprends le documentaire de France 5, il y a un plan à la fin où il fallait qu'il y ait une pyramide, il y avait une foule sur les quais, un bateau qui passe et que ça. En fait, tu fais un tableau à la Caravage. En fait c'est comme si tu faisais un tableau de maître. Et ça prend une journée pour faire ce plan. Bien sûr. Et c'était le plan de fin, donc il fallait le mettre. Mais par contre, il y a d'autres plans plus rapides. Tu fais un âne qui route en Égypte, ça te prend 2 secondes. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas vendre au plan. Je vends à la complexité du plan et c'est du temps jour homme. Voilà. Parfait, c'est très clair. On n'a pas reçu d'autres questions et on arrive à la fin du timing. Est-ce que tu voulais éventuellement rajouter quelque chose ou tout est clair aussi pour toi? Alors maintenant, ce que je veux juste rajouter en conclusion, c'est que tout à l'heure, quand on a vu la courbe d'apprentissage, j'ai pas fait le parallèle sur le point d'ordonnée, qui est qu'en fait, moi, c'est un peu mon évolution et c'est celle que vont suivre les autres. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on est novice, on découvre l'IA, on teste mid-journée, on fait 3 images pourries. Ah, tiens, celle-là est pas mal, je la garde, on est content de soi, alors qu'en fait, on est en dessous de la moyenne, et que ça. Mais c'est pas grave, parce que on rentre dans la machine. Ensuite, en 2, on devient un explorateur, c'est ah tiens, il y a un nouvel outil, tout ça, on essaye et que ça. Donc la curiosité d'esprit est extrêmement importante à ce moment-là. Et une fois qu'on commence à sortir, même un film à 8 plans qui fait 30 secondes et qu'on vous applaudit sur LinkedIn ou des machins, vous prenez confiance en vous, vous continuez à le faire, et après vous devenez un peu plus professionnel. Et donc quand vous devenez professionnel, on vous appelle pour devenir soit speaker, soit formateur, soit éducateur, parce qu'en fait, vous êtes capable de délivrer votre apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important. Et une fois que vous êtes capable de faire ça, après, derrière, vous travaillez pour des vrais prods, parce qu'en fait, vous avez la connaissance de tout ça. Donc, en fait, il y a quand même un parcours à ne pas négliger dans cet apprentissage. Alors, moi, j'ai mis 3 ans. Peut-être qu'avec des outils aujourd'hui, on met moins de temps. J'en sais rien. Mais moi, je continue à apprendre tous les jours. Je suis un apprenant comme un formateur. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que là, WO3, je n'ai pas eu le temps de la journée 3.1, pardon, de tester. J'ai fait 3 plans ce matin sur un film que je suis en train de faire. Je fais ah ouais, quand même pas mal. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est ce soir à essayer pour pouvoir voir s'il y a un vrai gap. Voilà. Mais déjà, si vous n'avez pas commencé à mi-journée ou notre appli, VO 3.1,
vous avez accès, vous pouvez voir directement, mais en même temps, tout l'apprentissage sur 2-3 ans vont faire que je vais sortir un truc sur Veo 3.1 mieux qu'un novice qui démarre là-dessus. Bien Voilà, sûr. c'est tout. Parce que je connais tous les pièges, tous les tracks qu'il faut éviter, savoir les prompts qui ont bien marché, je les répète, voilà, ou des prompts qui existent que je rebalance. Ouais. Donc tout ça, c'est l'expérience. Moi, en fait, pour conclure, je dirais il faut, la curiosité d'esprit, ne pas avoir peur à tester ces outils, ne pas avoir peur à diffuser vos films, vos premiers films. Il n'y a pas de honte à montrer son premier film, de voir les réactions des gens et d'y aller. Et ça va vous donner confiance. Il faut vraiment, je pense, briser la glace et y aller parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et je le fais aussi pour la France. Parce que, côté pionnier, oui, je vois très bien. Ouais, les Américains vont 10 fois plus que nous. Donc, en fait, moi, tout ça, je le fais, c'est mon fonds de commerce, mais c'est aussi parce que j'ai envie de dire, putain, en France, on a vraiment plein de talents. Et c'est dommage de se dire, oui, bon, on verra plus tard. Bon. Merci infiniment en tout cas Stéphane, merci évidemment à tous pour votre participation. On Merci. vous enverra les différentes ressources, les différents éléments dans un email récapitulatif. Évidemment, on espère vous revoir sur un autre webinaire ou sur une autre thématique. Et si vous avez des besoins spécifiques de montée en compétences, vous savez où nous contacter. Voilà, merci à tous et puis au plaisir. Très bonne continuation. Merci Camille et merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye.